Dans la plupart de nos relations, on partage une forme d'intimité, mais on ne se rencontre pas vraiment. Que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, alors oui, on parle, on rigole, on passe des soirées ensemble, parfois ça dure dans le temps pendant des années, voire des dizaines d'années, mais souvent quelque chose n'a pas vraiment lieu. C'est très exactement de ce quoi on va parler aujourd'hui parce qu'on va analyser ensemble un film qui parle précisément de ce sujet-là. C'est Quand Harry rencontre Sally, un film qui est pas tout jeune, mais qui est, extrêmement précieux pour justement analyser la rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie rencontre? En l'occurrence, une rencontre amoureuse. Donc ce film, si vous ne le connaissez pas, je vous fais un résumé rapide. Harry et Sally se rencontrent, juste à la fin de leurs études, simplement pour le temps d'un covoiturage. On peut pas dire qu'ils se plaisent beaucoup et puis, ils vont se retrouver plus tard à New York et puis ils vont devenir amis et puis ça se termine bien à la fin, ils s'aiment et tout va bien, mais il y a beaucoup de hauts et de bas, et surtout une très longue amitié homme-femme qui est d'ailleurs questionnée dans ce film. Pour autant, le fait qu'ils soient si proches pendant tant d'années nous prouve quand même que la rencontre, la vraie, celle qui engage subjectivement, elle peut être sans cesse différée. C'est pas le fait d'être proche qui suffit à être en lien avec l'autre. Je trouve que ça fait vraiment écho avec ce que nous montre Roland Barthès dans, Fragment d'un discours amoureux. Il nous dit que l'amour, ça ne se joue pas seulement dans la relation, ça se joue aussi dans la manière dont chacun va raconter la relation et dans la manière dont chacun va, interpréter aussi la relation. Du coup, qu'est-ce qui permet ou non la rencontre avec l'autre comme sujet? On en parle aujourd'hui. On va commencer par le personnage de Harry. Harry donc, qui est drôle, qui a un humour, un peu noir, c'est pas seulement un trait de caractère cet humour. Dès les premières scènes d'ailleurs, il se présente comme ça. Il nous dit que, par exemple, dès qu'il, prend un bouquin, il commence par lire la fin, comme ça il ne sera pas pris de court. On voit qu'il y a beaucoup de contrôle quand même, rien que cette présentation-là dans les premières, je crois dans les 2 minutes, les 2 premières minutes où il apparaît à l'écran. Bon, il y a vraiment une défense de sa part, c'est pas seulement un trait de caractère, c'est vraiment défensif son humour noir. Si on parle, en langage freudien, on peut parler de son intellectualisation, le fait que plutôt que de ressentir des émotions, il préfère les intellectualiser, les penser. On peut dire aussi qu'il est dans une stratégie d'isolement de l'affect. Voilà, il préfère en parler, le mettre à distance, mais ne pas vraiment le ressentir. Et puis, son humour, c'est ce qu'il présente comme un mécanisme, assez adulte, assez mature pour ne pas, être trop touché émotionnellement. Bon, bah, ce mécanisme-là, on voit qu'il est très rigide, hein, alors qu'il est encore jeune, il a une vingtaine d'années. On voit qu'il est déjà en train de partir du principe que la vie, ne sera qu'un long chemin de ronces, notamment en ce qui concerne l'amour, puisque c'est le sujet principal du film et c'est, le sujet de ses discussions avec Sally dès le départ, dès ce premier covoiturage qu'ils font ensemble. Et lui, il est vraiment dans une théorie très assumée de, l'amour qui est un échec d'emblée. Heu, c'est très, ça peut sembler très noir, ça peut sembler une posture d'ailleurs comme Sally lui dit dans le film. En réalité, derrière ce grand cynisme, heu, on peut surtout voir qu'il anticipe le pire, comme ça au moins il ne va pas vraiment le vivre. On peut voir aussi qu'il est dans une tentative de maîtrise du scénario, parce que s'il sait déjà que ça va mal tourner, c'est comme si c'était lui qui décidait de l'issue, à venir de sa relation de couple. Il est aussi dans une situation où il fait tout pour ne pas dépendre de l'autre et notamment ne pas dépendre amoureusement. En gros, pour le dire en des termes plus simples, dans son esprit, mieux vaut dire que ça ne va pas marcher et faire en sorte que ça ne marche pas, plutôt que d'y croire et de tomber sur un échec et échouer. Ce serait terrible pour son ego et surtout ce serait terrible pour ses défenses. L'autre personnage principal, bien entendu, c'est Sally. Sally qui, elle, est très différente, elle est très carrée. Elle sait très exactement ce qu'elle veut. Quand elle commande au restaurant, elle veut la vinaigrette à part, elle veut tel truc, elle veut tel machin, elle veut que l'eau soit à telle température. Bon,
C'est très, très, très organisé, on va dire ça comme ça. Bon, vous savez, sans doute que je vais vous parler de Winnicott, hein. Le faux self, c'est l'adaptation, le visage et le costume qu'on montre au monde. Là, clairement, on est avec Sally dans une adaptation très réussie, hein, mais heu, au point que, même pour les autres êtres humains, ça semble un petit peu rigide et surtout, ça a un prix tout ça. Ça veut dire qu'elle est dans un contrôle permanent. Hem Et que donc elle ne se permet pas d'expérimenter vraiment, heu, un vécu interne, voilà. Elle sait comment elle doit être, doit avec des guillemets, comment elle doit être, comment elle doit aimer, comment elle doit faire l'amour avec son petit ami, comment elle doit bien faire, et cetera, et cetera. Par contre, ressentir librement et être elle librement, c'est très difficile pour elle. Quand on pense à Sally, on pense tout de suite à la scène où elle mime un orgasme en plein milieu du restaurant, simplement pour montrer à Harry que oui, les femmes font semblant et que lui-même s'est retrouvé, sans aucun doute possible dans ses relations, sexuelles avec des femmes qui ont fait semblant simplement pour le rassurer ou pour terminer l'acte. Ben, cette scène-là, bon, tout le monde l'a en tête parce que c'est censé être comique. Déjà, moi, je ne trouve pas ça spécialement comique, je trouve ça un petit peu triste, qu'elle soit obligée de prouver, en se mettant en scène, de prouver à un homme une chose que seule une femme peut savoir. On va parler de mansplaining? Non, on n'en parlera pas. On en fera ça on fera ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, cette scène, elle est hyper intéressante d'un point de vue psychologique parce que elle nous montre, elle met en scène la dissociation qu'il y a entre l'expérience subjective et la présentation de soi. En fait, dans cette scène-là, elle représente toutes les femmes qui, au lieu de ressentir le plaisir sexuel, un orgasme éventuellement à la fin de l'expérience sexuelle avec son ou sa partenaire, au lieu de ressentir ça, heu, elle est dans la représentation au sens théâtral du terme. Et on peut dire que Sally est représentative de toutes les femmes. Elle a créé son personnage, son image, sur ce modèle-là. Ce que je trouve, vraiment important, c'est que ce personnage de Sally, on voit qu'il est quand même dans le compromis symptomatique. On voit qu'elle est dans une adaptation permanente, non pas au désir de l'autre, on est dans une projection, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au désir qu'elle suppose être le désir de l'autre. Heu et puis surtout, on voit qu'elle a une grande difficulté à se connecter à son désir propre. Clairement, elle préfère correspondre à la norme sociale, au regard social, au regard supposé de l'autre, plutôt que ressentir vraiment. Ça me fait penser quand même à Simone de Beauvoir, hein, qui l'a très bien critiqué, ce fait-là, le fait que le risque dans le lien, c'est de devenir ce qu'on pense que l'autre attend de nous. Ce qu'on doit être pour l'autre, doit avec tout un tas d'injonctions, finalement plus sociales que réelles et donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise, je pense, le personnage de Sally, c'est que, elle préfère être dans l'apparence plutôt que d'être le sujet de son propre désir et ce, non pas par choix conscient, bien sûr, mais parce que c'est moins risqué. On est donc vraiment, de la part de Harry comme de la part de Sally, dans 2 schémas, défensifs. Ils ne sont pas vraiment en train de vivre, ils ont construit des personnalités qui les protègent de leurs propres désirs et d'une vraie rencontre, du coup, avec l'autre. Bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Harry et Sally deviennent proches, non pas dès le départ, ils se retrouvent par la suite, je crois, dans un aéroport une fois et puis, par la suite, et là, c'est là qu'on peut dire qu'ils commencent vraiment à échanger. Ils se croisent dans une librairie et il se trouve que tous les 2 ont connu des déboires amoureux, donc ils vont se consoler un petit peu l'un l'autre. Donc ils deviennent proches, ils deviennent amis puisque, ça aussi la question de l'amitié homme-femme est très officiellement discutée tout au long du film, donc c'est vraiment intéressant de voir aussi comment, les idées, hem, ont, leurs arguments et leurs contre-arguments et aussi comment chacun des personnages, évolue au fur et à mesure des années qui passent, dans sa position sur l'amitié homme-femme. Toujours est-il que ce lien qui se crée entre eux 2
il ne tient que parce que justement l'un et l'autre s'adaptent plutôt que de rester dans la position rigide qu'ils avaient au tout début de leur première rencontre, au tout début du film. Harry, petit à petit, il va neutraliser l'affect par le discours. Sally, petit à petit, elle va neutraliser l'incertitude par le contrôle. On peut voir que tous les 2, finalement, si le lien se crée un petit peu, c'est parce qu'ils sont dans une collusion défensive. On peut pas dire qu'ils se choisissent l'un l'autre malgré leur défense, malgré leurs difficultés à ressentir. C'est plutôt qu'ils se choisissent l'un l'autre parce qu'ils ont des défenses qui vont bien l'une avec l'autre. Et leur relation, elle va fonctionner tant qu'ils vont éviter le désir, ils vont éviter la dépendance l'un à l'autre, et tant qu'ils vont éviter de se montrer trop vulnérables. Ils se montrent un petit peu vulnérables, mais de manière, encore une fois, très enrobée, de sarcasme de la part de Harry, très, très contenu de la part de Sally, qui exprime son désespoir en retenant ses larmes et finalement en restant très pragmatique quand elle fait sa remarque sur le fait qu'avec son petit ami, il ne faisait jamais l'amour par terre dans la cuisine parce que c'est très froid le carrelage. On est dans de la défense toujours. C'est censé être rigolo, mais en fait, c'est pas drôle. Ça montre surtout qu'elle met à distance sa tristesse, son émotion. Euh, et donc, même s'il y a certaines percées dans leurs défenses respectives, il y a quand même peu de vulnérabilité. Ça reste très contenu. Donc la question centrale qui se pose dans le film dès le départ et qu'ils officialisent, et dès le départ ils ont ils ne sont pas d'accord sur le sujet. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent être amis? Oui, sauf qu'en fait c'est une question, c'est pas ça la vraie question, c'est une question qui fait écran, c'est une question qui, qui n'a pas de réponse. La vraie question, si on va un peu plus loin, c'est plutôt est-ce qu'on peut soutenir le désir sans être débordé par son désir? Je pense que je vous l'ai dit dans la vidéo sur Amélie Poulain et puis sans doute aussi dans une vidéo, il me semble, lorsque j'analysais les Bridgerton, parce qu'il y a quand même beaucoup de désir dans toute cette série qui est hyper intéressante du point de vue relationnel et amoureux. Pour Jacques Lacan, le désir, il naît du manque. Voilà. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir, et le désir, il va circuler autour du manque. Moi, ça me fait penser à un autre auteur, Emmanuel Lévinas, qui nous dit que la rencontre véritable, c'est pas le coup de foudre où l'autre serait parfait. C'est accepter que l'autre ne soit pas là pour combler notre manque. Mais on reste, justement. Euh, L'amitié, je trouve que sous ce paradigme-là, l'amitié Harry-Sally, c'est un espace de régulation. C'est une manière de contenir le désir, de le border. Voilà. Plutôt que de ne pas le définir et de se laisser submerger, il tente de le contenir dans un cadre amical pour ne pas y céder. Voilà. D'être ni trop loin, ni trop engagé finalement dans leur relation. Bien entendu, ça se passe pas comme ça parce que le passage à l'amour, il ne se fait pas, enfin de l'amitié à l'amour, il ne se fait pas d'un coup parce qu'ils auront pris conscience qu'ils s'aiment. Il se fait parce qu'il y a une rupture. Voilà. Il y a de la sexualité, on va dire ça comme ça, la sexualité fait effraction dans leur scénario, dans l'équilibre qu'ils avaient réussi à créer, un équilibre encore une fois très défensif, pas vraiment sain, un équilibre par dépit. Et donc, l'irruption de cette scène sexuelle entre deux, c'est une crise parce que forcément, quand on dit relation sexuelle, on parle de perte de contrôle, on parle du fait que on se confronte à l'autre tel qu'il est dans son altérité, et puis on expose aussi son manque et on prend conscience en partie du manque de l'autre. Quand Lacan nous dit il n'y a pas de rapport sexuel, je trouve ça tout à fait juste dans cette situation entre deux. Rapport sexuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexualité, bien sûr, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'une complémentarité qui serait parfaite entre deux êtres humains qui font l'amour ensemble. Le sexuel ne va pas résoudre le manque. Le sexuel révèle le manque.
Et c'est très exactement ce qui se passe dans cette situation, hein. Ils auraient pu, finalement, comme le font certains amis, être des amis de lit, faire l'amour de temps en temps ensemble sans que ça ait le moindre impact sur la relation elle-même. Or, Estelle Perel nous dit que la sexualité peut être un lieu de rencontre, mais ça peut aussi être un moyen d'éviter l'intimité, parce que faire l'amour, ce n'est que montrer son corps. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on permet vraiment la rencontre avec l'autre tel qu'il est? Bref, dans la situation d'Harry et Sally, la nuit qu'ils passent ensemble, elle est essentielle dans le scénario du film, heu, mais il y a pas un avant-après comme dans, les films d'amour où d'un seul coup, pof, on se rend compte qu'on s'aime et pouf, on vit ensemble, on s'aime, ça y est, on vit heureux jusqu'à la fin des temps. Ils passent la nuit ensemble et en fait après ça, ils se séparent. Pourquoi? Parce que ce passage à l'acte sexuel va désorganiser complètement l'équilibre qu'ils avaient réussi à trouver. En fait, c'est ce que nous dit Perel, la sexualité, ça peut être un lieu de rencontre, mais ça peut aussi être une défense, contre la dépendance, une défense dite maniaque, et ça peut aussi être un acting out. Un acting out, alors ça se traduit par passage à l'acte. En psychanalyse, ça signifie que l'on met en geste, on mime ce qu'on ne peut pas dire. Et là, justement, dans cette situation où ils perdent le contrôle tous les 2 et où ils montrent finalement l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, alors qu'ils n'ont jamais réussi ni à se le dire à eux-mêmes, ni encore moins à le dire à l'autre, il y a une fissure qui apparaît une fois qu'ils ont repris leurs esprits, le lendemain matin ou même juste après l'acte pour le cas de Harry, on voit qu'il est qu'il est figé dans le lit, les yeux grands ouverts. Heu, leurs identifications, leurs mécanismes de protection, ils se fissurent complètement et ce qu'ils voient au travers des fissures, c'est trop dur, c'est trop intense, ils sont incapables de gérer ça émotionnellement immédiatement. Il y a donc rupture du lien. Pour dire les choses autrement, Harry se barre, il ne supporte pas cette proximité et lui, ça se transforme par de la fuite physique. Quant à Sally, elle se glisse un petit peu dans un concept, de femme amoureuse où c'est aussi une mise à distance de ses émotions. Elle rentre tout de suite dans un nouveau moule, dans un nouveau rôle. Donc ça ne fonctionne pas. Immédiatement après cette mise en lumière de leurs véritables sentiments l'un pour l'autre, il y a cette rupture et il se passe quelque temps derrière. Avant de passer à la suite, parce que la suite finalement le film, coule suite à ça et ça se termine par le fait qu'ils se retrouvent et qu'ils officialisent leur relation, ils s'aiment, tout va bien, j'en parle un peu après. Je fais une petite aparté parce qu'il y a différentes choses qui me semblent vraiment importantes à prendre aussi en considération dans la manière dont le film aborde, le lien à l'autre et la relation. Déjà, le premier concept à vraiment prendre en considération, c'est le concept du temps. Puisqu'en fait, entre la première rencontre d'Harry et Sally et la scène finale, il y a des années qui se passent entre les 2. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte en thérapie. Je le dis très souvent à mes patients, hein, que le temps est un facteur à ne surtout pas négliger. On ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas aller trop vite. Pour autant, le temps tout seul ne va jamais suffire à transformer, ça Freud l'a très bien mis en avant, hein, que ce qui fait bouger une situation, c'est pas parce que le temps va passer, c'est parce qu'il va y avoir des expériences souvent douloureuses, des pertes, des déceptions. Mais même si on n'a pas d'expérience traumatisante, ça va être tout simplement le quotidien, le réel qui continue de taper à la porte avec insistance. Tant que les défenses tiennent, on est dans la répétition. Tant qu'on est dans la dans le quotidien et que nos défenses ne sont pas complètement mises à bas, on va encore refaire encore et encore les mêmes scénarios. Et c'est seulement quand les défenses finissent par s'écrouler un peu, montrer des failles ou s'écrouler totalement, que quelque chose va pouvoir évoluer. C'est très clairement ce qui se passe là, entre Harry et Sally. Je parlais de fissures tout à l'heure, je trouve que l'image est pas mal parce que on imagine un mur en béton, on imagine des grosses fissures avec de la lumière qui filtre au travers, on voit bien qu'il y a quelque chose derrière. La structure commence à être bien fragilisée, mais pour autant, on n'a pas encore donné le coup de poing final qui permettra de faire écrouler tout ça.
Un autre sujet qui est très important dans ce film, ce sont les autres couples et contrairement à Love Actually où là, on voit vraiment des vignettes les unes à côté des autres qui interfèrent, il y a un couple qui apparaît dans le film qui me semble extrêmement intéressant à analyser, c'est le duo Jess-Marie et puis il y a toutes ces petites vignettes cliniques, très mignonnettes où on voit des couples âgés comme un interlude dans le film, d'un coup, pouf, on s'arrête et on voit un couple âgé toujours dans le même décor comme s'ils étaient devant peut-être dans un cabinet de psy, quelque chose comme ça. Ils racontent en quelques secondes, en 30 secondes, leur histoire d'amour qui, visiblement, a duré dans le temps, chaque histoire étant très différente. Certains se sont rencontrés, au collège et ne se sont jamais quittés, d'autres sont quittés, retrouvés, d'autres ont bon, voilà. On va d'abord parler déjà de Jess et de Marie. Jess, c'est le meilleur ami de Harry. Marie, c'est la meilleure amie de Sally. Il y a d'autres copines, il y a d'autres personnes qui tournent autour, il y a des ex, mais on s'en fiche. C'est de ces deux-là vraiment qu'on peut tirer quelque chose de très intéressant pour le scénario du film et donc pour la manière dont les couples se créent ou non. Bref, Jess, on ne sait pas trop dans quel type d'histoire il a eu avec les femmes, dans le relationnel. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas l'air très à l'aise dans le dating. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a quand même cette injonction sociale à faire des rencontres, faire des sorties, se caser. Voilà. Donc, dès qu'on est célibataire, on n'attend même pas, même après un deuil, on n'attend pas des années. Il faut tout de suite se remettre sur le marché pour ne pas rester trop longtemps tout seul. Donc Jess, on voit qu'il est un petit peu à côté de la plaque, il est pas fait pour ce système-là. Marie, de l'autre côté, fait beaucoup d'efforts pour être intégrée. Elle essaye de caser toutes ses amies. On voit qu'elle a un fichier des célibataires du moment pour essayer immédiatement de caser telle personne célibataire avec telle autre. Elle-même, elle est prise dans une situation qui est pas du tout idéale. Elle est, depuis des années, la maîtresse d'un homme marié, dont elle écoute les mots puisqu'il lui dit en permanence qu'il l'aime et qu'il va quitter sa femme pour elle. Et, alors que tout le monde, le réel et ses amis lui crient que il faut regarder les actes, et les actes, c'est qu'il n'a aucune envie de quitter sa femme. Et puis d'un coup, Jess et Marie se rencontrent. Là aussi, c'est pas parce qu'ils se voient l'un l'autre, pouf, le coup de foudre, ils tombent amoureux, mais c'est au cours du premier repas qu'ils passent ensemble que ils se trouvent un point d'intérêt, et plus la discussion se fait comme un ping-pong entre eux deux, plus ça devient évident. Ils sont vraiment, je trouve que leur couple représente un contraste qui est très précieux. Alors qu'on suit, les hauts et les bas de Harry et Sally depuis un certain temps, d'un coup, c'est un peu une bouffée d'air frais de pouvoir voir un couple qui n'est pas sur la défensive ou du moins moins dans un schéma défensif. Il y a moins d'idéalisation de leur part, ni de l'un ni de l'autre. Ils sont moins dans le contrôle, contrôle d'eux-mêmes ou contrôle de la relation, contrôle de l'autre. Ils sont moins dans la dramatisation. Ça n'empêche qu'il y ait des disputes de couple, qu'il y ait des points de désaccord, mais on voit qu'ils sont dans une autre, ce qu'on appelle l'économie du lien. Ils ne sont pas dans le même relationnel que Harry et Sally. Et du coup, leur couple, il représente, je trouve, un bon tiers symbolique. Il montre que le lien, c'est quelque chose qui peut exister sans être gouverné uniquement par nos défenses. Et que ça peut être aussi simple, pas facile, mais simple. Et donc, à leur niveau, les différentes vignettes avec les couples âgés, là, dont je vous parlais tout à l'heure, heu, ils sont aussi là-dedans, mais avec, du recul, le recul temporel. Parce que justement, ils vont nous montrer que, leurs histoires d'amour, elles s'inscrivent sur du long terme, dans une histoire. C'est Mélanie Klein qui nous parle du lien à l'objet, c'est pas à long terme, comment elle dit? Du lien à l'objet au long cours. D'ailleurs, on m'a fait remarquer qu'on ne dit pas Mélanie Klein, mais Mélanie Klein. Je m'excuse si je n'ai pas les bonnes prononciations. Et donc, Mélanie Klein, quand elle nous parle donc de relations objectales au long cours, elle nous dit que aimer, c'est pas seulement investir la relation, investir le lien, c'est aussi le soutenir malgré les ambivalences.
Et donc ces couples-là, voilà, ils sont très mignons, mais ils ont un rôle extrêmement important finalement dans le film. Ils sont pas du tout anecdotiques et ils nous apportent cette donnée temporelle, que l'on voit avec le couple Harry-Sally, mais du coup avec un point de vue encore différent grâce à ces mini vignettes. Donc j'ai fini là ma petite parenthèse sur les autres couples, autres relations que Harry et Sally. J'en étais à l'idée que voilà, il y a eu ce passage à l'acte sexuel, cette nuit qu'ils passent ensemble et que, beh, tout vacille dans leur défense, et que, finalement Harry fuit, hem, Sally fuit à sa manière et ils sont pas du tout dans la transformation de leur relation. Ils se retrouvent face au réel du lien et visiblement, c'est beaucoup trop difficile à supporter émotionnellement pour l'un comme pour l'autre. Bien entendu, le temps passe là-dessus. Sally est très, très malheureuse, Harry, ne sait pas trop quoi faire, il est déboussolé et c'est parce que Harry passe à l'acte qu'enfin, on va sortir de ce contrôle que l'un et l'autre, mettaient en place systématiquement de manière défensive. Il va voir Harry va voir Sally et il lui fait une très belle déclaration romantique: «Je t'aime, blablabla, quand tu fronces les sourcils, quand tu» là aussi, c'est un discours qu'on connaît tous ou toutes, même ceux qui n'ont pas vu le film, je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ce mini monologue. D'un point de vue psychanalytique, c'est hyper intéressant parce que là, on n'est pas dans une déclaration romantique, on est dans un passage à l'acte psychique. Harry, pour pouvoir enfin rencontrer Sally, il va renoncer à sa posture ironique, il va renoncer à être dans la maîtrise des événements, il accepte de ne pas savoir, il accepte de prendre le risque que ça se passe mal. En psychanalyse, on parle de castration symbolique. Il accepte enfin de ne pas être dans le contrôle perpétuel et de ne pas avoir de garantie sur ce qui va se passer derrière. Et donc c'est là qu'on touche enfin à l'amour. Plus, on va dire que Sally a fait le premier pas en avant en appelant Harry et en ouvrant la porte à la relation sexuelle. Et on va dire qu'Harry a enfin ouvert grandement la porte entre deux en acceptant enfin de laisser tomber ses défenses et son contrôle. Donc, ce film, pour finir, vous l'avez bien compris, c'est pas un conte de fées comme on en voit dans énormément de films où, il y a une espèce de coup de foudre et oui, il y a des hauts et des bas, mais ça finit bien et ils vécurent heureux pour toujours. On est vraiment dans une histoire qui est plus, hem, représentative des relations humaines et c'est ça que je trouve assez chouette avec même si depuis, il y a plein d'autres films qui ont rebondi sur le même style de relation. D'ailleurs, le film se termine sur la vignette de Harry et Sally qui, eux, ne sont pas âgés, mais dans le même cabinet le même espace que tous les couples âgés, eux-mêmes sont là à raconter, comment ils se sont rencontrés au sens psychique du terme, comment, ils ont fait connaissance l'un avec l'autre jusqu'à être officiellement en couple. Et ça clôt finalement tout ce film qui nous montre que, hem, l'amour, c'est un chemin, ce n'est pas un coup de foudre. L'amour, c'est le chemin qui va de nos constructions défensives à petit, en abandonnant une partie de ces défenses, on va arriver à la possibilité, pas la certitude, mais la possibilité d'une vraie relation, d'un vrai lien à l'autre. Et tout au long de ce film, de différents points de vue, on va voir comment on est dans l'évitement, comment on est dans le contrôle, comment on se protège pour, pour uniquement, éviter trop d'intimité et c'est seulement quand on accepte de ne plus être totalement protégé que l'on peut aimer vraiment l'autre. Parce qu'aimer, c'est pas être prêt, parce qu'aimer, c'est pas tout maîtriser, c'est plutôt accepter que notre manque intérieur ne soit pas comblé par l'autre. Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'amour? Ah, vaste question. Et ça, j'ai prévu de vous en parler d'ici quelques semaines, mais d'abord, je voudrais terminer, cette mini-série parce que c'est un petit peu ce que vous enfin, peut-être que vous l'avez réalisé,
Je vous ai parlé de la peur qui empêche la relation vraie, véritable, du contrôle, de l'autocontrôle qui nous empêche d'être dans le lien, avec Amélie Poulain récemment. Aujourd'hui avec Quand Harry rencontre Sally, j'ai une troisième vidéo en tête, un troisième film, que je vais vous présenter bientôt et qui nous parle lui aussi de la rencontre sous un nouvel angle. Et donc, j'aimerais, voilà, pouvoir faire, une dernière analyse et ensuite pouvoir vous parler de ce que c'est que l'amour, en faisant un bilan un petit peu sur ces 3 mises en scène de la relation amoureuse, ces 3 mises en scène du lien et de la rencontre véritable. Donc qu'est-ce que c'est que l'amour? On en parlera bientôt. On a encore beaucoup à se dire sur le sujet avant de pouvoir donner un début de réponse officielle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, des encouragements, je prends tout avec plaisir. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.